Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Et Clémence. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle, directeur donc du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Et puis les ouvrages collectifs, notamment celui-ci sur l'Ukraine. Ukraine, la guerre américaine, aux éditions toujours du CF2R. Alors, puisqu'on on reste dans la scène ukrainienne et votre ouvrage collectif, on va commencer par parler de cette scène-là. Et on en avait déjà parlé un petit peu lors de notre dernière table ronde, de cette nouvelle aide américaine annoncée, donc votée par le Congrès. Et vous voulez dire que finalement, il y a encore plus que les 61 milliards annoncés. Oui, et puis il y a des contradictions. Malheureusement, l'actualité ukrainienne occupe le devant de la scène depuis plus de 2 ans. Il y a toujours quelque chose à dire à chaque nouvelle chronique. Vous évoquiez effectivement les 61 milliards qui ont été donnés par les Américains, mais ce sur quoi on n'a pas assez insisté, c'est que dans cette aide, notamment, les Américains ont décidé de fournir de manière très étonnante des missiles ATACMS à 300 km de portée, avec 300 km de portée, ce qui s'était toujours refusé à faire ces dernières années, parce que 300 km de portée, ça va permettre aux Ukrainiens de frapper l'intérieur du territoire russe, plus probablement la Crimée, qui est certainement leur principale cible. Et là, ça pourrait entraîner de facto une réaction russe encore plus brutale. Donc on ne comprend pas cette Ah logique oui. américaine de relance du conflit. Les Américains ont dit également qu'ils étaient dans une stratégie de soutien à long terme pour la Russie, pour l'Ukraine depuis longtemps. Ils se fixent finalement comme fin de leur aide une victoire ukrainienne. Donc le délire continue et nos amis américains se sont même mis en situation de dire qu'ils pourraient très bien punir les banques chinoises qui aident la Russie, c'est-à-dire qui financent des achats de matériel qui, à leurs yeux, ont toujours une finalité militaire. Donc on est sur un nouveau durcissement. Tout ça n'est peut-être qu'un épiphénomène dans la perspective des élections, mais c'est quand même assez inquiétant à un très court terme. Oui, là, c'est vraiment inquiétant ce que vous nous expliquez sur ces missiles à longue portée. Et ça change un peu de ce qu'on avait cru comprendre ensemble, en fait, et sur cette idée que finalement, les Américains mettaient quand même la pédale douce tout en faisant ces annonces d'aide, mais on savait bien que ça n'arrivait pas forcément maintenant, et puis que dans les aides, finalement, il y avait une redistribution qui n'était pas forcément directe à l'Ukraine. Là, on a l'impression, avec cette livraison, qu'on retourne dans le dur. Oui, mais ça traduit finalement l'imprévisibilité, le chaos qui règne à Washington dans les équipes Biden et dans l'entourage du futur ex-président. Bien sûr, la perspective des élections joue. Alors, il y a des contradictions en plus, parce qu'on voit que les Américains déclarent qu'ils sont très préoccupés par les frappes ukrainiennes sur le territoire russe, alors même qu'ils vont leur fournir des missiles qui vont plus loin. Et puis, là aussi, au niveau d'une certaine forme de contradiction, le Wall Street Journal a déclaré qu'il avait eu accès à un rapport des services américains qui leur permettait de dire que Poutine était largement innocent dans la Oui, mort de Navalny, qu'il n'avait pas décidé de son exécution. Donc on ne comprend pas finalement très bien à oui. quoi sert cette façon de souffler le chaud et le froid Oui, qui parce n'a que, ni que... pardon, on peut peut-être juste préciser que le Wall Street Journal, c'est quand même souvent une commande. Enfin, c'est que ça arrive d'en haut. Oui, c'est une des chambres d'écho des États-Unis, notamment qui relaie beaucoup de papiers du gouvernement et de la CIA. Donc, des révélations de cette nature sont très, très largement fondées. Oui, mais c'est vrai qu'on a vraiment du mal à comprendre. Alors, dans quel état est ou sont les armées des deux côtés? Alors, sur le terrain, l'armée russe continue à gagner du terrain jour après jour, des petites avancées, mais pas de rupture majeure. Ce qui, pour l'instant, est aussi étonnant. Est-ce que les Russes jouent la montre? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus vite et plus fort? C'est la question que l'on se pose. Et de toute façon, côté ukrainien, on voit que la mobilisation est de toujours aussi difficile. Il y a une baisse du moral des troupes qui ne cesse de s'accentuer. Elle est bien sûr liée au fait que les munitions et le soutien financier qui vient de l'extérieur a été très très long à se décider. Et on voit encore de plus en plus d'hommes qui fuient le pays, qui cherchent bien sûr à échapper à la mobilisation et aux rafles. On peut parler de rafles qui sont faites. Mmh. Avec un paradoxe sur lequel j'insiste, c'est que les Ukrainiens, dans leur volonté de nuire à la Russie, qu'on peut comprendre quand on Mmh. est un pays en guerre, ont décidé d'envoyer des forces spéciales en Afrique pour perturber les avancées russes partout où elles ont lieu, notamment avec le groupe Wagner. Alors, c'est à la fois très mal vécu par les pays occidentaux qui disent qu'ils ne voient aucun intérêt à ce que le conflit s'étende en dehors du théâtre ukrainien. Et surtout, ça laisse songeur parce que quand son pays est envahi, on voit mal l'intérêt pour Kiev d'aller envoyer ses Oui. précieuses
initiale sur des théâtres extérieurs pour aller porter des coups qui n'auront pas beaucoup de portée contre les Russes. Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Alors, côté européen, comment on réagit, toujours à cette, enfin, à ces allers-retours, on va dire, américains notamment? Alors, côté européen, il y a plusieurs choses qui me semblent importantes. C'est on voit également les Britanniques s'aligner totalement sur les Américains. Le Mmh. Premier ministre Rishi Sunak a vendu lui-même aussi à son Parlement une nouvelle aide de plus de 500 millions de livres, avec là aussi des missiles à longue portée. Dans l'espèce d'hystérie qui s'installe, nos amis polonais tiennent toujours la première place. Le président polonais a affirmé que son pays était prêt à accueillir des armes nucléaires sur son sol avant de se rétracter à son tour, mais on ne sait pas très bien si c'est juste une rétractation diplomatique et si sa position n'est pas à changer. Mais encore une fois, paradoxalement, les Polonais ont déclaré à peu près au même moment qu'une attaque russe contre l'OTAN se solderait par une défaite. Donc là aussi, on fait monter le danger d'un côté et de l'autre, Oui, on c'est explique bizarre, que de ouais. toute façon, la Russie n'aurait pas gain de cause. Les seuls qui gardent un peu raison dans ce chaos médiatique sont les Allemands. Olaf Scholz a de nouveau réaffirmé avec force qu'il excluait l'envoi de militaires allemands en Ukraine et la fourniture de missiles longue portée Taurus aux Ukrainiens. Voilà, donc on a au moins quelqu'un qui, pour l'instant, dans cette situation, garde un peu raison. Côté français, ben, écoutez, toujours les mêmes simagrées. Le président français a décidé de parler de dissuasion nucléaire avec les autres Européens, une nouvelle fois, alors que la doctrine de dissuasion nucléaire française est très claire, c'est pour une menace existentielle du pays. Pour l'instant, on n'a pas vu sa réponse aux sollicitations de Zelensky qui, suite à ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran, a dit que vu que la France avait participé à la destruction d'un certain nombre de drones et de missiles iraniens à l'extérieur de l'espace aérien israélien, pourquoi est-ce que Paris ne ferait pas la même chose pour protéger le ciel d'Ukraine? Et puis, pour terminer sur là aussi les contradictions françaises, la Cour des comptes, dans un récent rapport, a expliqué que le ministère des Armées est celui qui avait perdu le plus de postes en 2023. Bien sûr, il était prévu que 1500 nouveaux postes soient créés au ministère de la Défense, et finalement, ça n'a pas été fait. Nous sommes même dans un déficit de plus de 2500 postes, ce qui montre bien que finalement, derrière Les l'engagement annonces, officiel, oui. il n'y a pas grand-chose qui est suivi des faits et que nos armées sont toujours en situation très difficile. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'on ça fait partie des rares choses qu'on pouvait reconnaître à Emmanuel Macron, c'est d'avoir participé à renflouer les effectifs de l'armée, visiblement non. Alors je voudrais quand même revenir, puisque vous parliez de la menace existentielle du pays pour, la dissuasion nucléaire. Justement, Emmanuel Macron a récemment, hem, évoqué l'idée, enfin en tout cas l'idée d'ouvrir le débat sur, comme on dit, pour dire les choses gentiment, sur, l'ouverture de l'arme nucléaire au niveau européen en disant finalement: «Les intérêts européens sont les intérêts français». Oui, alors là, je peux me permettre de qualifier cette réflexion de délire parce que personne dans l'institution ne le suit, surtout pas les militaires et ceux qui sont à l'origine de notre doctrine de dissuasion nucléaire. Là, ce sont des dérives du président lui-même. Alors, quels sont les buts derrière ça? C'est très difficile à dire. Je note quand même que la revue américaine très célèbre Foreign Affairs publie cette semaine un article dans lequel il parle de Macron le Faucon. L'article s'intitule Pourquoi doit-on suivre Macron le Faucon? Donc, encore une fois, on est en droit de se demander quelle est l'influence américaine sur la politique de l'hôte de l'Élysée, parce que le discours qu'il tient aujourd'hui ne va pas dans le sens des intérêts de la France, et je ne suis même pas sûr qu'il aille dans le sens des intérêts de l'Europe. Faucon en un mot, hein, je précise. Tout à fait. Alors, on va sur la scène israélo-palestinienne. Alors, où en sommes-nous de ce côté-là? Écoutez, les opérations continuent, toujours de manière aussi résistible, finalement un petit peu à l'image de l'Ukraine. On voit que les forces israéliennes ont beaucoup de mal à progresser dans cet univers urbain qu'est Gaza. Malheureusement, on voit aussi les dommages collatéraux se multiplier. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'il y a une vraie guerre de l'information là aussi autour de ce conflit. D'une part, l'audit qui a été commandé par l'ONU sur la neutralité de l'agence UNRWA, que Israël avait accusé d'être totalement infiltré par le Hamas, n'a rien donné à part quelques cas isolés. Donc là aussi, l'ultra-communication israélienne s'est révélée en partie infondée. Oui. On a Très et ça, relayé d'ailleurs par nos médias, je précise. tout à fait, ah bah, évidemment. On a aussi vu que les allégations suite aux horribles massacres du 7 octobre de l'armée, comment dire, de certains médias israéliens, disant que 40 bébés avaient été tués et décapités sont totalement fausses. Et là, il y a aussi une responsabilité des médias israéliens
et des médias occidentaux qui ont repris cette information pour avoir diffusé cette nouvelle qui était fausse. Et d'ailleurs, l'État israélien lui-même l'a reconnu. Donc, Mm. il faut toujours être extrêmement prudent dans cette société d'information par rapport à tout ce qui sort. C'est le cas aujourd'hui avec les charniers, les fausses Oui. communes, avec 340 corps qui ont été trouvés auprès de l'hôpital Nasser à Khan Younes. On n'en sait pas pour l'instant suffisamment. Ça fait penser à l'histoire du massacre de Boutcha Oui. en Ukraine il y a Mm. quelque temps. Mm. On ne sait pas si ce sont les Israéliens, si la fosse a été créée auparavant, si le Hamas est en train de grossir ses chiffres. Mais en tout cas, il y a encore là quelque chose qui va sûrement occuper les médias pendant plusieurs semaines. Alors, tout ça est corroboré par les informations qui sont révélées côté israélien en disant que de plus en plus les officiers israéliens travaillent avec l'intelligence artificielle, qui n'ont que 20 secondes pour décider, quand ils sont officiers de tir, quant à savoir si un individu ou un immeuble est terroriste ou pas terroriste, et que ça augmente considérablement les erreurs et donc le nombre de victimes collatérales. Et en réaction, les Américains ont donc dit qu'ils pourraient sanctionner quelques unités dont le comportement n'a rien de respect des lois de la guerre. Et finalement, c'est une unité composée de juifs fondamentalistes qui opèrent en Cisjordanie, qui est pour l'instant la première visée. Ouais, d'accord. Mais malgré tout, il y a du débat, on va dire, des dissensions côté israélien aussi, hein. Oui, alors c'est ce qui caractérise, Dieu merci, une démocratie, même si on doit être critique sur les nombreux dommages collatéraux qui sont faits, ça c'est indéniable. Ben, d'abord, le chef des renseignements militaires israélien, Laman, a démissionné en considérant qu'il portait une grande part dans la responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est probablement le début d'une série de démissions. Un second général a lui-même démissionné, un général qui opérait en Cisjordanie notamment, parce qu'il était lui-même victime de menaces de mort de la part des colons juifs les plus extrémistes pour la pondération dont ils faisaient preuve dans les opérations. Et on sent que de plus en plus d'officiers généraux côté israélien, soit menacés, soit exaspérés par la politique de Netanyahou, Mmh. sont en passe de démissionner. On voit également des milliers d'Israéliens qui continuent d'aller manifester dans la rue contre la politique du Premier ministre, qui s'oppose finalement à toute négociation avec le Hamas donc à la libération des otages. Donc une société israélienne, en dehors des horribles attaques qu'elle a subies, qui est aujourd'hui en plein débat, non seulement contre son Premier ministre, mais aussi pour certains contre les exactions qui sont commises par des frappes indiscriminées des militaires. Ouais, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que là-bas, finalement, c'est peut-être plus facile pour des Israéliens, de critiquer leur propre gouvernement que pour des Français, sans tomber ici, et Dieu sait qu'on est au courant qu'il y a, des récupérations islamistes, mais justement sans tomber, non plus dans la condamnation, de l'islamisme à tout va. Aujourd'hui, il est difficile de critiquer le gouvernement Netanyahou et ses faits, à Gaza. Oui, mais sincèrement, on s'aperçoit, il y a deux phénomènes, en fait. Oui. Il y a le phénomène d'une minorité, et c'est le cas de la communauté juive de France, qui, quand elle n'est pas dans le pays, se sent, et c'est tout à fait compréhensible sur un plan humain, se sent inutile, ou en tout cas n'a pas le sentiment de pouvoir contribuer à quelque chose qui est important à ses yeux. Donc les réactions sont parfois surdimensionnées de la part des gens de l'extérieur. On le voit dans le cas d'autres minorités, qu'elles soient arméniennes ou autres. Donc ça, c'est un aspect qui est tout à fait logique. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la communauté de nos compatriotes juifs en France qui ne sont pas d'accord avec cette politique militaire qui est conduite et qui est quand même très très proche de l'épuration ethnique. Donc il y a tout ce débat qui existe entre eux, mais ce qui est tout à fait frappant et légitime d'une certaine manière, c'est que ceux qui sont contre pour l'instant se retiennent en majorité d'exprimer leur point de vue pour Mmh. ne pas paraître, bien sûr, aller à l'encontre d'une politique, même s'ils la réprouvent. Oui. Alors, continuons d'ailleurs, sur, les risques d'extension du conflit israélien. Oui, alors on a finalement une bonne nouvelle, c'est que la riposte israélienne aux frappes iraniennes a été tout à fait modérée. D'ailleurs, elle s'inscrit en cela dans une réponse tout à fait mesurée à ce qu'avait été la première frappe iranienne. Il faut dire que les Israéliens craignaient qu'en cas de riposte trop dure, d'une part que les Américains ne les suivent pas totalement, et d'autre part que le Hezbollah déclenche des frappes majeures sur leur territoire. Donc, pour l'instant, on peut considérer que cet aspect du conflit est à peu près gelé et que la montée aux extrêmes a été interrompue. Il n'empêche que malgré tout, le Hezbollah continue aujourd'hui de monter en puissance sur la frontière israélienne. Alors,
en riposte ou en agression des Israéliens, c'est pour l'instant le jeu du chat et de la souris, mais le nombre de frappes augmente considérablement sur le nord du pays et sur tout le front libanais. Voilà. Et le dernier aspect que je trouve important de signaler sur cette crise iranienne, c'est qu'on voit l'opportuniste qui est le président turc Erdogan, Oui. qui non seulement soutient le Hamas et a accueilli Haniyeh, pardon, le président du Hamas en Turquie, mais essaie de se placer en tant que médiateur, tout en soutenant finalement le mouvement terroriste. Il faut rappeler qu'Erdogan est quand même un allié très très proche du Qatar, qui a été le principal mouvement de ce groupe palestinien. Oui, à chaque fois, il se met dans cette position de médiateur comme dans le conflit russo-ukrainien. Alors, et une dernière question finalement, qui revient à la question que je vous posais juste avant, sur cette histoire, on va dire, du mouvement pro-palestinien, enfin, disons que des prises de position, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui finalement paraît pour beaucoup investi par, eh bien, pourquoi pas derrière des islamistes ou pourquoi pas des ONG. Enfin des ONG et d'un autre côté, il y a aussi cette volonté de réfléchir et tout simplement de ne pas accorder tout son crédit au gouvernement Netanyahou et en fait, on a du mal aujourd'hui à se positionner, je trouve, pour nous autres Français, entre, cette instrumentalisation d'une critique, du gouvernement Netanyahou, et puis, la réalité des faits, à laquelle on doit forcément sur laquelle on doit forcément s'arrêter. Oui, on est dans une situation extrêmement complexe. D'un côté, on se doit de dénoncer les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre et soutenir le peuple israélien qui en était victime. De l'autre, on se doit aussi de dénoncer les excès qui sont commis, tout en luttant contre l'antisémitisme en France. Donc, Mmh, mais pour en revenir sur ces mouvements de fond qui touchent essentiellement les milieux estudiantins, et surtout aux États-Unis, où c'est une véritable lame de fond, ouais, euh, pour beaucoup Sciences Po aussi. d'Américains, fait penser à ce qui s'est passé dans les manifestations anti-guerre au Vietnam et qui ont été très très importantes. Ce que l'on a en France ne sont à mon sens que des petites conséquences parce qu'elles sont infiniment moins significatives que ce qui se passe outre-Atlantique. La question qui se pose outre-Atlantique, c'est qu'au-delà de la réaction de scandale d'un certain nombre d'étudiants, on se demande qui est derrière. Il y a bien sûr un aspect spontané, mais est-ce que les Open Society de George Soros n'y jouent pas un rôle? Est-ce que les réseaux palestiniens n'y sont pas non plus? Et là, on est rentré dans des débats et des affrontements parfois extrêmement radicaux qui finalement amènent les gens souvent à faire un mélange complet et à soutenir le Hamas au nom de la défense des intérêts israéliens ou, je dirais, comment dire, à condamner de Tsahal, alors que parfois il ne faut pas non plus oublier que toute nation a le droit de se défendre. Ouais. D'ailleurs, on a vu, pour faire un parallèle avec Sciences Po, le comité de direction de Sciences Po, en effet, il y avait, en tout cas des proches, de Soros et de cette ONG. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Là, on est vraiment sur des billards à plus de 3-4 bandes. Comment, ça peut être intéressant pour, ces ONG, d'instrumentaliser, ce genre de mouvement étudiant qui va a priori contre, leurs intérêts. Enfin, je ne sais pas, là, ça devient compliqué, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser, de réfléchir sur ces éléments-là. Et peut-être un dernier point sur les élections américaines. Oui, on voit se dessiner avec les élections américaines finalement je dirais, le même jeu de dupes que ce que nous avons connu à partir de 2016 et 2020. Les Américains considèrent aujourd'hui qu'ils ont des éléments qui leur permettent de dire que la Chine va interférer dans les prochaines élections. Alors bien sûr, ça prête à sourire parce qu'on ne sait pas les Russes, ce sont les Chinois. Et maintenant, les Américains sont capables d'annoncer en avance qui va interférer dans leurs propres élections. Ouais. Je rappelle qu'ils ont cessé de le faire pendant toute la guerre froide sur un grand nombre d'États étrangers. Donc, tout ça est amusant. Et peut-être dernier point aussi qui intéressera les auditeurs, c'est que les Américains viennent de prolonger la loi FISA, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui leur permet d'espionner toutes les Mmh. communications des étrangers hors des États-Unis. Voilà, cette loi a été prolongée une nouvelle fois pour 2 ans. C'est une loi extrêmement permissive en matière d'espionnage international. Voilà, et quand on dit que les États-Unis ne sont plus la première des démocraties, on en a un nouvel exemple. Ouais. Merci beaucoup, Éric Denessé, pour cet éclairage fondamental, je pense, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, et notamment, vous avez participé et dirigé l'ouvrage collectif intitulé Ukraine, la guerre américaine, toujours aux éditions du CF2R. Merci beaucoup et merci.